Eccoci, Voilà, finalmente arrivato a questo appuntamento nous di voici enfin arrivés à ce rendez-vous du 31 mai. mi piacerebbe poter salutarvi io ad ognuno, Ce no, serait beau ma de pouvoir vous saluer chacun vi personnellement, chiedo mais prima di bon, on le fait tutto tous ensemble. di verificare Avant che tout, je siete vous demande de connetterati vérifier que vous êtes bien all'interno, connecté ma au canal de votre langue. anche gli italiani, perché siamo Aussi pour sicuro les personnes de langue italienne, parce qu'on va parler en espagnol et en che italien. vedete qui sotto nel basso Vous trouverez en bas de l'écran immagine del mondo cette con le icône du risposte di globe interpretazione. où est écrit Quindi ognuno interprétation ou sceglie la traduction lingua. selon vos Mi ordinateurs presento, soy et vous pouvez choisir María votre langue. Ángeles. Moi, je me Soy présente, María je vais parler en Ángeles, espagnol. Je soy suis María Maria Ángeles, Ángels, je vis à y en este Barcelone, momento estoy conectada mais en ce moment, je suis desde connecté depuis amigos Madrid. en España que Je nos suis han avec un groupe facilitado d'Espagnols qui para se estar sont aquí. réunis pour cette occasion. Con Ferdinando, que está conectado desde Turín en Italia, Avec nos decimos Ferdinando, qui est connecté depuis bienvenidos. Turin en Italie, on vous dit tous les deux tout d'abord une Insomma, très forte visiones bienvenue au nom diferentes. du Centre pour le dialogue ¿Qué podríamos avec les decir? personnes de conviction Buenas non mañanas, religieuse. buenos días, buenas Nous pouvons tardes, dire buenas noches. bonjour, Ya peut-être bon sabemos après-midi que ou a esta hora bonsoir, mundial estamos parce que nous conectados savons que desde pour varias ce regiones Zoom mondial, nous sommes fuso connectés horarios. depuis de nombreuses régions du monde Antes de dans dar lugar différents a fuseaux al horaires. moderador y a los ponentes Avant de de donner la hoy, parole à la quisiéramos modératrice et aux decirte intervenants qui vont nous que este accompagner ejercicio durant cette cognitivo rencontre, nous aimerions présenter vraiment se l'expérience trata de una experiencia dans le de contexte de encuentro laquelle le programme d'aujourd'hui sin a vu le jour. creencias Il s'agit de religiosas l'expérience de dialogue que entre se está personnes de produciendo différentes entre los focolares. croyances religieuses et non El mundo de religieuses los au sein du focolares mouvement des es una Focolari. gran Le familia mouvement des Focolari, diversa, un pueblo c'est une nacido famille large et como diverse, decían sus un fundadores peuple nouveau né de l'Évangile, comme l'a en défini sa fondatrice Chiara Lubich, qui l'a 1930 lancé en aquí en Castellón 1943 del à Muro, 30 en Italie, Giovanni pendant Soffolari. la Seconde Guerre mondiale, Hoy el movimiento de los comme une focolares impulsion de renouveau tiene spirituel et social. 182 países Aujourd'hui, y cuenta le con más de mouvement est 500 présent dans miembros 182 pays que et forman compte des milliers de su membres qui le objetivo suivent es et vivent sa contribuir a la spiritualité. construcción Son de una objectif est sociedad de contribuer à la con más construction d'un monde respeto plus y la uni, puesta en valor de las dans le diversidades para que las respect et personas la valorisation des diversités. pensamos que Et debe pour ser atteindre cet objectif, dirigido a todos los niveles, le no dialogue à separar tous les ni al niveaux, contrario. à 360 Dialogar degrés, dans tous les es domaines, est une necesario priorité para dans un construir effort constant pour relaciones construire des ponts et des relations entre fraternelles personas, entre les ciudades personnes, y grupos les culturales. villes, les milieux culturels, Aunque etc. el movimiento de los focolares nació en la Iglesia Católica, Bien que le mouvement des muchos Focolari soit fieles né au sein de cristianos de l'Église diferentes confesiones, catholique, il est ouvert aux chrétiens de creyentes différentes de otras confessions, religiones y a aux personas croyants d'autres sin religions creencia et aux religiosa personnes sans que référence comparten su religieuse. espíritu y sus objetivos Personne qui y que ven en partage la vida como son diferentes esprit et ses y a su objectifs identidad. tout en restant fidèles à leur conscience et à leur identité Con la propre. expansión del À la fin movimiento des années focolares, 70, avec varias l'expansion du mouvement des personas sin Focolari, creencia religiosa, como los l'ouverture aux ateos, personnes sans foi religieuse, se comme les propugnaron agnostiques, hacer les posible indifférents, les un athées, diálogo con una visión mûrit amplia, au point de donner lieu à un dialogue qui lui est extendiendo el propre, respeto posible por las parce que personas, l'unité signifie humanas aussi un y profond diversas, respect pour la personne, pour sus sa necesidades dignité, y son sus identité, sa creencias. culture, En este ses contexto, besoins et en ses croyances. 1978 nace el Centro C'est Internacional dans para ce el Diálogo contexte qu'est né en Interreligioso, 1978 le que Centre acordó international pour le dialogue avec les personnes de conviction non con religieuse, el fin de qui a construir un promu de mundo nombreux seguro y congrès et diverso. rencontres internationales Ferdinando nos cuenta dans le but algo de más sobre construire esto. ensemble la fraternité universelle. Fernando va nous en dire un peu plus. particolare da molti anni Oui, ci sono depuis de dei nombreuses gruppi nel années, mondo en che si particulier des incontrano groupes per dispersés dans le appunto monde entier se rencontrent discutere temi régulièrement, internazionali. tant au niveau local Questi qu'international. incontri hanno visto la Certaines de ces rencontres ont vu partecipazione aussi la diretta di Chiara participation Lubic, directe de che Chiara ci ha Lubich, voluto incontrare gli qui amici a senza souhaité fede rencontrer les amis sans confession religieuse du mouvement des dialogando Focolari et répondre à leurs dialogando per la questions fraternità. et dialoguer Sempre en vue de la ricorrendo alla fraternité. pace Depuis come uno toujours, dei temi le thème forti del d'aujourd'hui, la dialogo. paix, est l'un des thèmes forts de ce dialogue. Nel 2004 è En stato questo l'incontro che 2004, ci ha fatto incontrare a c'est ce Castel thème qui Gandolfo nous a réunis à in Castel un Gandolfo convegno di lors d'un formazione grand congrès de dove il 3 jours. Chiara Lubic aveva accompagnato i lavori. Et le message, ce message de Chiara Lubich qui avait Subito accompagné les abbiamo travaux. scoperto che la
Ensemble, nous avons découvert que la spiritualité de l'unité peut renouveler profondément chaque personne, croyante ou non, dans toutes les situations, dans tous les domaines culturels, politiques, etc. L'héritage de Chiara continue encore aujourd'hui à inspirer les personnes et des réalités qui veulent être un ferment dans la société. Un autre exemple, les 3 webinaires très suivis en Italie au printemps 2023 pour donner une voix à contre-courant à l'engagement pour la paix, alors que les vents de guerre soufflaient un peu partout, aussi dans les médias. Rappelons qu'ils ont été fortement souhaités par Luciana Scatacci, connue de beaucoup d'entre nous et qui nous a quittés il y a quelques mois, témoignant jusqu'à la fin de sa vie de son choix de vivre pour le dialogue. Dans le contexte dramatique de l'actualité d'un monde blessé par les guerres et les divisions, nous sentons, nous aussi, que nous pouvons être des germes d'espoir, d'espérance, en commençant par construire des petites paix autour de nous. Le thème choisi pour cette table ronde, pardon et paix, se veut un pas concret dans cette direction. Un webinaire qui nous réunit à travers le monde, mais aussi un engagement concret et personnel. Beaucoup de personnes connectées aujourd'hui reçoivent l'idée du mois qui, justement en ce mois de juin, qui commence demain, c'est une heureuse coïncidence, disons, eh bien, elle nous propose un défi quotidien. Que puis-je faire? Vous la trouverez, cette idée du mois et d'autres documents sur notre site dialogueforunity.focola.org. Donc, merci énormément pour votre présence à toutes et tous qui enrichira ce moment. Et nous donnons maintenant la parole à Pilar qui va nous accompagner et nous entraînera dans ce thème, le thème de cette table ronde. Bonne journée à tous. Oui, merci Maria Ángel et Ferdinando. Moi, je vais parler en italien pour faciliter les personnes qui font la traduction. Je vais vous expliquer un peu qui sont les personnes avec qui nous allons avoir ce dialogue aujourd'hui en ce moment de webinaire, pardon, épais. Et s'encourager dans des chemins difficiles, des choix difficiles. Nous avons Rodrigo Mardones qui est professeur de sciences politiques, il est chilien. Il est professeur de l'Institut de sciences politiques de l'Université pontificale du Chili. Il est aussi chercheur associé à l'Institut Millennium pour la recherche sur la violence et la démocratie. Il a un master de cette université et il a aussi un doctorat de recherche en sciences politiques à la New York University. Il a enseigné, il a fait des recherches, des publications sur des thèmes comme les politiques publiques, la politique de l'éducation et aussi sur la citoyenneté. Il a développé une ligne de recherche très productive, disons, sur le thème de la fraternité politique et le lien entre la démocratie et la citoyenneté. Nous avons aussi avec nous Manolo Olivio Garcia, qui est un expert en histoire espagnol. Il est espagnol. Il vient de Andújar, Jaén, en Espagne, et il a étudié la géographie et l'histoire à l'université de Grenade. Il a été enseignant au lycée jusqu'à 2019 et il est aussi l'auteur de différents travaux de recherche sur la guerre civile espagnole. Il a fait partie de projets d'éducation de l'Union européenne sur la multiculturalité et il vient d'être nommé membre de l'Académie des sciences et lettres des beaux-arts de Cordoue. Et nous avons aussi avec nous Cristina Alla, qui est ici pour raconter sa propre expérience. Elle est ici pour nous raconter une histoire de résilience. Mais je vais vous dire aussi quelque chose d'elle, elle va nous dire quelque chose d'elle. Elle est née dans un village de la périphérie de Turin, dans le nord de l'Italie. À un certain moment de sa vie, elle a connu Chiara Lubich et
Ses horizons se sont élargis jusqu'au point d'avoir un cœur ouvert vers le monde uni. Elle a fait différents travaux, elle a eu une histoire très intéressante à la recherche de sa voie professionnelle, de son chemin professionnel, et après différentes circonstances, elle s'est inscrite à la faculté de médecine avec beaucoup de difficultés, mais avec l'aide de sa communauté, elle a pu avoir son diplôme et elle a obtenu un travail à la division d'orthopédie d'une petite ville près de Turin. Elle s'est spécialisée dans la chirurgie. Elle a travaillé là jusqu'à la retraite. Elle est mariée depuis 41 ans avec Lucio et elle est mère de 2 enfants, Giovanni et Marianne. Alors, voilà, ce sont nos 3 invités. Et je vais vous expliquer très brièvement comment nous allons passer ce moment ensemble de dialogue. Les personnes qui se présenteront, elles feront des présentations de seulement 10 minutes. C'est un concentré qui nous permettra d'avoir des questions. Alors, si vous avez des questions, écrivez ces questions sur le chat, parce que le moment des questions ne sera pas avec le micro ouvert, ce sera des questions écrites, parce que nous voulons vraiment gérer ce temps, parce qu'on a 1 heure et demie à disposition, et on veut être très rigoureux par rapport au temps. Donc, chacun de nos invités aura donc 10 minutes pour expliquer et vous pourrez commencer à écrire vos questions quand vous le souhaitez. Si vous ne voulez pas être enregistré, éteignez votre caméra parce que maintenant nous enregistrons donc cette 1 heure et demie passée ensemble. Alors, vous pouvez écrire sur le chat des questions en italien, en anglais, en espagnol. Non un'altra lingua. Pas une autre langue, parce que pour faciliter les réponses, voilà. Donc, si vous avez des questions dans une autre langue, comme en français, on vous prie d'utiliser le traducteur automatique et de poser la question dans une de ces 3 langues. Donc, vous faites la traduction sur DeepL ou Google Translate. Voilà, je pense que j'ai tout dit, ce qui nous permettra de commencer. Donc, il me reste qu'à vous dire qu'il y aura un moment après ces 3 présentations où les 3 invités pourront se poser des questions entre eux. Je l'expliquerai après. Et ensuite, on commencera le moment avec les questions que vous aurez posées. Alors, on va commencer avec un regard historique et on donne la parole à Manolo Toribio Garcia. Bonjour Manolo. Alors, tu as 10 minutes et je te ferai savoir quand il restera 2 minutes. Comme ça, tu auras le temps de conclure. D'accord? Ok, d'accord. Buenas tardes. Alors, bon après-midi. Caluroso saludo desde Córdoba, España. Je salue vraiment chaleureusement tout le monde depuis Cordoue, en Espagne, et merci pour l'invitation. C'est un grand plaisir pour moi d'y participer. Depuis les origines de l'humanité, dans la préhistoire lointaine, les êtres humains ont alterné des périodes de conflits armés, avec toute la barbarie que cela implique, et d'autres périodes de coexistence pacifique. La paix et le pardon, la guerre et la violence, ce sont des constantes tout au long de l'histoire. Les tribus de l'Homo sapiens Cro-Magnon ont affronté les Néandertaliens jusqu'à leur quasi-extinction, mais elles se sont également mélangées avec eux dans des échanges sexuels qui ont donné naissance à une nouvelle race, l'Homo sapiens sapiens. De même, par la suite, les nations se sont fait la guerre, mais elles ont également signé des traités, des accords, cédé des territoires disputés, facilité le commerce, abattu des frontières et même scellé des alliances par des mariages entre familles royales, par exemple, pour ensuite reprendre les combats qui ont abouti à l'érection de murs symboliques qui séparent les uns des autres. Celui de l'ambition, le mur de la recherche de territoires pour construire des empires, de l'hégémonie mondiale, du contrôle des ressources naturelles, tant source d'énergie que matière première, le mur de l'esclavage des masses humaines,
un fléau ancien qui n'a pas encore complètement disparu et qui considérait les êtres humains comme des bêtes et des animaux, des instruments parlants. La guerre est devenue totale au XXe siècle avec 2 conflits mondiaux sur tous les continents, sur terre, sur mer et dans les airs, avec de nouvelles armes, sous-marins, des chars, l'aviation, les gaz chimiques, etc. Et avec des dommages collatéraux qui ont touché la population mondiale. La carte de l'Europe a déjà brûlé plusieurs fois. Il ne restait plus de sang humain tant il en avait été versé pour éteindre les incendies. Et la cruauté n'avait pas de limite, comme nous l'enseigne le génocide de 6 millions de Juifs par les nazis, l'Holocauste ou la Shoah. Mais à côté de ce triste tableau, il y a aussi des graines d'espoir, comme la création de l'ONU en 1945 pour éviter une 3e guerre mondiale, même si elle n'a pas pu empêcher de nombreuses guerres locales. La Corée, le Vietnam, la Palestine, l'Ukraine, le Congo, le Soudan, la Yougoslavie, etc. C'est comme si le monde était un immense marécage et avait besoin d'ouvrir des exutoires sous forme de conflits locaux pour libérer l'énorme pression des tensions accumulées. Mais l'homme pardonne et construit, un pas en avant, même si ensuite il fait 2 pas en arrière. On combat les maladies, on encourage le dialogue, même entre des personnes aux convictions très différentes. On crée des organismes supranationaux pour le développement social et économique. Et on demande pardon, comme l'ont fait certaines métropoles à leurs anciennes colonies, par exemple la Belgique ou les Pays-Bas, ou au sein d'un même pays à la population autochtone maltraitée, comme l'Australie l'a fait avec sa population indigène. La course à l'armement ne cesse pas et cette industrie de la guerre a besoin de guerre pour écouler ses produits et en fabriquer de nouveaux. Les affrontements géopolitiques et les disputes commerciales s'intensifient, comme nous le voyons actuellement entre les États-Unis et la Chine, ou plutôt, disons, entre Trump et le reste du monde, qui ne se plie pas à ses caprices. Les conflits sont interminables. Plus de 80 ans après la guerre civile espagnole, on discute encore d'une politique de réconciliation appropriée qui permette de surmonter l'oubli et de panser les blessures. Certaines guerres durent presque toujours. Elles sont enracinées, elles semblent sans issue, comme celles qui se déroulent actuellement en Ukraine, en Palestine ou au Congo, qui ont une longue histoire derrière elles. Elles ne sont pas nées hier. La guerre froide qui a éclaté après la Seconde Guerre mondiale entre le capitalisme et le communisme, entre l'URSS et les pays satellites du pacte de Varsovie et entre les États-Unis et ceux de l'OTAN, n'a heureusement pas donné lieu à une guerre ouverte qui aurait entraîné l'utilisation d'armes nucléaires et aurait été l'apocalypse. Elle a failli devenir réalité avec la crise des missiles de Cuba en 1963, mais elle a cédé la place à une nouvelle guerre de plus en plus chaude entre les grandes puissances qui se limite pour l'instant à l'économie, mais aussi à la menace de conquérir des territoires. Les États-Unis veulent le Groenland, la Russie une bonne partie de l'Ukraine, et la Chine, elle veut Taïwan et d'autres îles du Pacifique. Une phrase est devenue célèbre depuis l'Antiquité avec l'Empire romain, si vis pacem parabellum. C'est ce qui se passe aujourd'hui dans l'Union européenne lorsque ses dirigeants parlent d'augmenter les dépenses militaires et encouragent la population civile à se préparer à l'autodéfense. Les guerres ne se font pas seulement avec des balles et des obus. Ce qui se passe avec l'immigration depuis l'Afrique vers l'Europe ou depuis l'Amérique centrale vers le colosse nord-américain, c'est une autre forme de guerre. Certains demandent déjà que les armées européennes arrêtent les bateaux à coups de canon. Mais là encore, la possibilité du pardon se profile, comme nous l'avons vu en Irlande du Nord, où les accords du Vendredi Saint de Stormont en 1998 ont tenté de mettre fin à un long conflit entre ceux qui étaient favorables à l'union avec la Grande-Bretagne et ceux qui voulaient rejoindre l'Irlande. La fin des tensions entre catholiques et protestants ne faisait pas partie de l'accord parce que la religion a presque toujours été un facteur de division par l'exclusion de l'autre. Au Pays basque, l'ETA renonce au terrorisme, même si elle ne montre aucun repentir. Elle se consacre désormais à la politique. Partout, on observe une prise de conscience plus forte.
un besoin de paix. Manuel Azaña, président de la République espagnole, a demandé en 1938 la paix, la pitié, le pardon. Bien que personne ne l'ait écouté, je fais mienne ces paroles et je termine cette première intervention avec la colombe dessinée par Picasso comme symbole d'espoir pour la paix mondiale. J'attends avec impatience vos questions ou les sujets qui seront abordés au cours du dialogue. Merci. Merci vraiment. Bueno, ha sido muy estimulante, muy provocador. Seguramente todas las personas L'intervention a été très stimulante. ya tienen preguntas que habría Sûrement, una pour tous segunda ceux qui parte, nous écoutent, il y a déjà des un questions momento social y político et on en parlera donc après. hacer esta mirada Et nous histórica traversons certainement un moment sociopolitique intéressant, important aujourd'hui. Et ce regard historique est important. Et c'est important de se poser des questions par rapport à la situation actuelle. Et ce sera intéressant d'entendre ta réponse à ces questions parce qu'il est important de voir comment contribuer à la paix et comment pardonner, etc. Comment demander pardon aussi. Mais maintenant, donnons la parole à Rodrigo Mardones, a dar una mirada desde la qui ciencia va política. Así que donner un regard. te avisaré cuando te queden 2 minutos. Si es Pardon, necesario. ça coupe un peu. Rodrigo, on te donne aussi la parole. Désolé, mais ça va beaucoup trop vite, hein. Donc, on fait ce qu'on peut. Merci pour la présentation, Pilar, et merci à Maria Ángel et Ferdinando pour l'invitation à cette réunion, à ce webinaire. Ce que j'aimerais vous proposer aujourd'hui, c'est un peu l'approche de ce qu'est la relation entre fraternité et réconciliation, en partant aussi fondamentalement de l'approche qui est celle de la violation des droits humains aussi, qui est en lien avec cela. C'est une blessure par rapport à la dignité humaine et à la dignité de chaque personne. Ces blessures infligées aux personnes dans leur âme, dans leur corps, et cela s'implique, ça augmente aussi avec les injustices et à cause aussi du manque de reconnaissance de la souffrance des victimes, comme une indifférence, un refus de reconnaître cette souffrance aussi de la part d'autres acteurs, ceux qui perpètrent ces blessures. Et aussi, ces blessures viennent de la société elle-même. Celui qui perpètre les blessures est même honoré souvent. On le remarque dans de nombreux continents. D'une certaine manière, c'est très fort. La blessure envers les personnes, en réalité, c'est une blessure qui revient à la personne qui perpètre, qui est l'auteur de ces blessures. Pour tout ce qui concerne la violation des droits humains, il y a une conception dominante qui a à voir avec la justice, et cela émerge du libéralisme. Et ça implique la liberté. Évidemment, il est important dans l'état de droit de trouver des solutions. Donc, il est important de donner à celui qui est l'auteur de blessures, de donner une punition et aussi de réhabiliter. Mais cette mesure de justice, elle est soutenue par de nombreux acteurs et dans le monde entier, à travers le système des Nations Unies, le réseau les médias, les activistes des droits humains. Mais face à ce paradigme de justice libérale, ces derniers temps émerge aussi l'idée d'une justice réparatrice. Se puede decir que el crimen rompe primariamente la relación correcta entre estos 4 actores. Désolé, c'est très, très coupé. Estado y sociedad. Y genera varios tipos de daño. No es una mera violación a la ley, ¿no? Por lo tanto, la justicia, la respuesta al crimen, debe dirigirse. La réponse face aux abus doit être une réponse qui répare les relations pour... désolé, mais on entend très mal et ça va beaucoup trop vite. Ils vont lui dire de parler moins vite et de parler avec calme. Ahora, frente a eso, ¿qué sería la reconciliación?
Face à tout cela, qu'est-ce que la réconciliation? La réconciliation consiste à rétablir les relations correctes, una mejora de las relaciones, mejorar la améliorer les relations. Y ojo que muchas veces restaurar no sería un concepto adecuado, Et puesto que antes parfois, del quiebre de las relaciones réparer est un concept qui est mal compris. Parce que très souvent, même avant de rompre les relations n'étaient pas correctes. Donc, durant la guerre civile espagnole, se restaura lo que era antes de la guerra, pero podríamos pensar si esas relaciones antes de la guerra eran... Désolé, on entend très mal. Patience, ayez de la patience. La reconciliación supone desarrollar un concepto de justicia, ¿no? Esa ética tiene a las religiones, a las tres religiones más numerosas, el cristianismo, el judaísmo, el islamismo, y también tiene como fuente, ¿no? Hay estas religiones. Les trois religions principales collaborent à ce concept de justice parce que ces religions utilisent différentes approches et différentes sources aussi. Elles proposent la réconciliation, mais il y a aussi une source séculière qui parle de justice réparatrice face à l'injustice politique dans un pays ou entre pays. L'éthique de la réconciliation est un concept de justice qui cherche à réparer les relations incorrectes. Et la relation correcte est caractérisée par le respect des droits humains, par l'adhésion à la démocratie, par la vigilance de l'état de droit, par le respect du droit international, par la large reconnaissance de la légitimité de ces valeurs. Entre esas virtudes se encuentra, Et désolé, ça coupe de nouveau. Parmi ces vertus, il y a la miséricorde, par exemple, qui n'est pas la capacité à pardonner en soi et pour soi, mais c'est plutôt la capacité de trouver la miséricorde. C'est un engagement pour des relations qui visent à soulager les douleurs dues à la rupture des relations. Maintenant, cette justice, ce paradigme de justice réparatrice ou de l'éthique de la réconciliation n'est pas un concept exempt de critique. Beaucoup disent que ce n'est pas un concept donné pour la politique. D'une certaine manière, ce serait quelque chose d'utopiste, utopique. Le réalisme politique dirait que la réconciliation, que face à la réconciliation, d'une certaine manière, il y a aussi un scepticisme néolibéral, bien sûr. Désolé, mais j'entends un mot sur deux. Donc, el liberalismo sería el arrepentimiento, la sanación, el perdón y la armonía social, ¿no? Ahora, Rodrigo, si puedes hablar un poquitito más lento, un po' più piano per interpreti. Oui, Rodrigo, peux-tu parler plus lentement pour les interprètes? Merci. Il y a certainement quelques éléments. Le pape François a dit des choses très intéressantes, par exemple, qui concernent ce thème. Tout d'abord, le bien commun présuppose le respect de la personne humaine. Le bien commun demande la paix sociale. En deuxième lieu, la vérité est inséparable de la justice et de la miséricorde. Et donc, elle ne conduit ni à l'impunité, ni à la vengeance. Et il ne faut pas oublier non plus, dit le pape François, quand il s'agit de crimes qui sont symboles de du fait que l'homme est mauvais, l'important, c'est d'avoir une projection vers le futur et de parler de justice et de fraternité. En troisième lieu, le pape François dit que face à l'oppression, il ne faut pas renoncer aux droits face à ceux qui dégradent la dignité humaine. Et donc, il faut chercher des modalités opportunes pour
ôter à l'oppresseur le pouvoir qu'il ne sait pas utiliser. Il le dit dans Fratelli Tutti, tous frères. Celui qui cherche la justice doit défendre avec force ses droits et demander la réparation. Il doit l'exiger, la réparation. Comme le disait Pilar, le thème de la fraternité est important et je crois vraiment que pour faire en sorte que la démocratie soit durable, il faut des bases morales solides et une base importante est justement la fraternité, une vertu qui évidemment pousse les citoyens à prendre soin les uns des autres. Mais c'est une vertu soutenue par des institutions fraternelles, des institutions politiques pour lesquelles la justice réparatrice est une base sérieuse. Donc, outre la justice réparatrice, il faut aussi une justice sociale. Le progrès de la démocratie doit être une base pour qu'une société pour le pape François, la justice sociale embrasse les droits humains, l'écologie intégrale, la cohabitation pacifique et aussi la liberté des hommes et des femmes pour leur libération et le droit de chacun. Et j'arrive à la fin de mon intervention. Oui, c'était ma présentation finale. Désolé, c'était très coupé, ça allait beaucoup trop vite. Merci beaucoup. Rodrigo nous a ouvert maintenant une porte vers une réflexion plus globale. Tout d'abord, on a eu un regard historique et là, on a parlé de mémoire, de pardon. Et ça peut sembler des concepts opposés, mais après, on pourra te demander aussi ce que tu penses de cela. Et nous allons donner maintenant la parole à Cristina, qui nous racontera son expérience dans le contexte de ce que ça a signifié pour lui de parler de pardon, de parler de paix. Cristina, tu as 10 minutes et je te dirai quand tu auras encore 2 minutes. D'accord. Alors, je salue tous ceux qui m'écoutent, ceux qui sont connectés depuis les pays les plus lointains aussi. Alors, pour des raisons liées à mon émotion, je vais me tenir au texte que j'ai écrit. Au cours de la seconde moitié du siècle dernier, pendant plus de 2 décennies, à partir de la fin des années 60, l'Italie a connu une période tragique de violence politique, marquée par des attentats, des assassinats et d'autres actes criminels revendiqués par différents groupes qui ont ensanglanté, et vous voyez ces images, donc ces groupes qui ont ensanglanté nos villes dans le but de déstabiliser et de renverser l'ordre constitutionnel de l'État. Ma famille, et vous nous voyez sur une photo de l'époque, ma famille, c'était une famille modeste. Mon papa était d'abord ouvrier dans une usine, et puis il est devenu surveillant dans une usine de composants automobiles pour une grande industrie, une industrie qui était dans le village voisin. Ma mère, qui était femme au foyer, complétait son salaire en tricotant à la maison. Nous, les 3 filles, nous étudions. Malgré ce que j'apprenais presque quotidiennement à la radio et dans les journaux, je n'avais vraiment jamais imaginé que le terrorisme aurait pu nous toucher. Le soir du 31 janvier 1980, alors que je préparais ma valise pour me rendre à un congrès, le téléphone a sonné. C'était ma mère. Elle m'a dit, essoufflée, « Il y a eu un attentat à l'usine où travaille papa. Il a sûrement été touché. Il a été transporté à l'hôpital à Turin. Va voir. » Mais quel hôpital? Alors je prends un taxi pour chercher où mon père a été transporté et j'appelle aussi mes amis
avec qui j'aurais dû partir pour leur raconter ce qui m'arrivait. C'est au deuxième hôpital que je trouve beaucoup d'agitation, un rassemblement de policiers, et je dis qui je suis aux policiers et je lui demande s'ils ont amené Carlo Alla, mon père, dans cet hôpital. Il me regarde, je crois qu'il ne sait pas quoi me répondre, et d'un signe de tête, il me fait passer. Derrière un paravent, une civière, un drap blanc, une tache rouge. Je comprends que papa n'est plus là. Je découvre son visage, c'est lui, je le reconnais. Je lui donne un baiser et je lui dis « je t'aime ». Pendant ce temps, la confusion autour de moi grandit. Alors je sors dans la cour, il fait froid, il pleut, une pluie mêlée de neige. Mes amis me rejoignent rapidement. Ensemble, nous nous rappelons la parole de vie de ce mois-là que nous nous étions engagés à vivre. C'était que ton règne vienne. Et ensemble, nous demandons que le royaume de Dieu vienne immédiatement pour papa. Avec ma mère et mes sœurs qui m'ont rejointe entre-temps, nous décidons de rentrer à la maison. Je suis sous le choc de ce qui s'est passé. Dans la nuit, je suis submergé par l'angoisse. Mon esprit est envahi par une succession de flashs qui défilent de plus en plus vite, remontant le temps, des moments de ma vie avec mon père, des moments sereins mais aussi conflictuels. En effet, j'étais un peu rebelle. Et ces souvenirs me font maintenant, à ce moment-là, profondément souffrir. La mort a comme clos un chapitre. Je me sens impuissante, démunie. C'est horrible. Une prière naît en moi. Jésus, toi qui sais ce qu'est la mort, tu l'as vécu et tu peux comprendre. Sois un pont entre mon père et moi. Dis-lui, fais-lui comprendre que je l'aime. Dans cette angoisse, c'est comme si une porte s'ouvrait. Je me retrouve enveloppé dans un tunnel de paix, de lumière. J'ai la certitude désormais que mon amour pour mon papa passe par là et qu'en retour, l'amour de mon père parvient encore jusqu'à moi. Maintenant, tout est clair. Je sais qu'il me comprend. Plus besoin d'explications parce qu'il le sait. Je ne sais pas combien de temps passe. Puis la douleur revient et je passe une nuit blanche. Le matin, j'ai besoin de soutien, de réconfort, de prier. Je me rends à l'église, dis à la messe. Je me retrouve à réciter le Notre Père et au mot « pardonne-nous nos offenses », comme nous pardonnons à ceux qui nous ont offensés, ce « comme » m'interpelle, me cloue sur place. Il faut pardonner tout de suite. Je fais un saut intérieur. Oui, je dois rester dans la logique de l'Évangile. Mon papa n'est plus sur terre, mais ainsi je pourrais le retrouver et avec lui le Père du ciel. Sinon, bien, je les aurais perdus tous les deux. Avec ma famille, sur les avis de décès qui sont affichés dans le village et dans les villages voisins, en réponse aux expressions violentes de malédiction parues dans la presse et que nous ne partageons pas, nous écrivons « Père, pardonne-leur car ils ne savent pas ce qu'ils font ». C'est une phrase prononcée par Jésus alors qu'il allait mourir et que Carlo Alla nous a enseigné. Et nos noms suivent. Au cours de la cérémonie funéraire avec la communauté, nous avons prié pour ceux qui ont tiré. Au fil des ans,
j'ai fait l'expérience que le pardon a d'abord été un don pour moi. Il m'a rendu la paix, la liberté. Des moments difficiles ont suivi. J'avais besoin de comprendre comment on pouvait être tué au nom d'une idéologie, simplement parce qu'on se trouvait sur son lieu de travail, au mauvais endroit, au mauvais moment. J'ai besoin de partager, mais je ressens aussi vivement la responsabilité de témoigner d'un don que j'ai reçu, un don qui n'est pas seulement pour moi. Et cela représente un obstacle, cela se heurte à mes insuffisances personnelles, à ma timidité. Le père Adolfo Bachelet, un jésuite, frère de Vittorio Bachelet, qui était vice-président de la magistrature italienne et qui avait été tué par les Brigades Rouges 12 jours après mon papa, après avoir rencontré en prison certains membres du commando responsable de l'attentat contre mon papa, nous a fait savoir qu'après avoir lu les avis de décès dans les rues du village, ces membres du commando avaient fait leur autocritique et ils avaient décidé de déposer les armes. Je suis reconnaissante surtout d'avoir eu à mes côtés des personnes qui m'ont beaucoup soutenu et qui ne m'ont pas laissé seul. Si autour de moi j'ai trouvé de la compréhension chez certains, chez d'autres ce n'était que de la curiosité ou de l'indifférence, voire des sentiments plus négatifs. Mais tout cela m'a aidé à comprendre, à accepter le vécu des autres, à le faire mien, même s'il était différent, parfois même contraire, mais toujours digne de respect. Un dialogue profond s'est instauré avec beaucoup, et il s'est transformé au fil du temps en confiance et en amitié. Mais je dois aussi dire que par la suite, dans d'autres situations, le pardon a été un chemin long, difficile, et ce n'est que lorsque j'ai lâché prise que la paix est revenue. Merci. Grazie, grazie. Merci. Grazie, Cristina. Merci, Christina. Penso che Je pense que nous avons a Cristina alla fine perché laissé la fin à Christina parce que nous savons sarebbe stato molto diverso que ce qu'elle a dit serait très différent prima, ma tutto è molto de ce qu'on a entendu au début. Mais tout est très lié, n'est-ce pas? On peut voir qu'il y a ce fil rouge entre ce regard sur la façon dont la vie fonctionne, l'histoire de l'humanité, l'histoire passée et l'histoire présente. Et après, ce qu'est le pardon? Qu'est-ce que la justice? Qu'est-ce que cette paix, si nous la regardons du point de vue de la paix réparatrice, la justice réparatrice? Et par rapport à une personne qui était l'agresseur, qui a fait du mal aussi. Et que signifie la victoire, le fait de ne pas oublier, mais de pardonner? Et puis Christina ensuite nous raconte son histoire avec cette très belle synthèse qu'elle fait. Pardon, le pardon. Et donc le retour à la paix et à la liberté à travers le pardon. Donc si vous avez des questions, écrivez vos questions. En attendant, les premières personnes qui vont poser des questions, eh bien, ce sont nos trois hôtes, nos trois invités. Alors, je vais inviter peut-être Manolo. Manolo. Maintenant, nous avons 5 minutes entre la question et la réponse. Alors, à qui s'adresse ta question? À Rodrigo ou à Christina? A Cristina. À Christina. Alors, tu peux poser ta question. Donc, les Brigades Rouges ont été les auteurs de cet attentat, mais je voulais savoir, après
ces événements, il y a eu, évidemment, il y a eu des critiques, il y a eu des erreurs commises et donc, parmi ces personnes, est-ce qu'il y a eu une sorte de proximité par rapport aux personnes des Brigades Rouges pour chercher, ces personnes se sont-elles approchées de toi pour chercher le pardon? Et il y a eu tout un impact médiatique aussi. Et l'ETA a eu le même parcours, mais l'ETA s'est mué en groupe politique de plus en plus par la suite en Espagne. Et pour ce qui concerne l'ETA, donc en Espagne, c'est un parcours un peu différent. Il y a eu des cas ponctuels en Espagne où l'ETA a demandé pardon, mais dans le cas des Brigades Rouges, ma question est, est-ce qu'il y a eu un rapprochement, disons, une demande de pardon? Le groupe qui était responsable de l'attentat pour mon père, spécifiquement, c'était pas les Brigades Rouges, mais des noyaux communistes territoriaux, un groupe qui suivait l'idéologie, mais qui était en développement à cette époque. Il n'avait pas encore atteint, disons, le niveau et la notoriété des Brigades Rouges. Donc, ce sont des personnes qui, suite à cette rencontre que nous avons eue avec le père Bachelet, que nous avons pu entrer en contact avec ces personnes. Ce contact, dans les premiers temps, il a eu lieu très vite. Et puis, ensuite, ces personnes nous ont demandé pardon. Et en tout cas, ce sont des réalités qu'on ressent très profondément dans son âme, que ce soit les personnes qui subissent l'offense, mais aussi les auteurs lorsqu'ils se rendent compte qu'ils se sont trompés. Et on se rend compte qu'il est souvent très difficile de revenir sur ses propres pas parce que, d'une certaine manière, on est en lien avec d'autres personnes, donc c'est difficile. Donc le discours, c'est pas tellement, il n'a pas continué par la suite avec ces personnes, sauf récemment, il y a 3 ans, lorsque l'un d'eux nous a écrit à nouveau pour redemander si ce que nous avions déclaré au début était encore valable. Et donc, ça avait été c'est quelque chose qu'il avait porté toute sa vie et qu'il avait transformé et qu'il avait conduit à un changement de parcours. Et lui aussi transmettait à la famille, aux enfants, et il transmettait cette réalité à ses enfants qu'il avait construit, à sa nouvelle famille, disons. Merci pour la question et pour la réponse. On essaye de poser des questions plus lentement pour nos amis traducteurs. Rodrigo, maintenant, c'est la question que tu peux poser. À qui veux-tu poser la question? On a 5 minutes entre la question et la réponse. À qui veux-tu t'adresser? À Manolo. Manolo, dans ta perspective historique, depuis le début de l'humanité, d'une certaine manière, il semble qu'il y a un élément constant qui est la violence d'une certaine manière, la guerre. Et toi, tu as mis en évidence un pas en avant, mais tu as aussi précisé qu'il y a eu aussi des processus de pardon, de paix au cours de l'histoire, mais toujours dans une dynamique où il y a un pas en avant et 2 pas en arrière. C'est ce que tu as dit. Et donc, si on regarde l'avenir maintenant, on pourrait se dire, ça va continuer cette dynamique. Une dynamique où nous allons voir un pas en avant, 2 pas en arrière constamment.
Et cette violence ne disparaîtra jamais, la guerre ne s'arrêtera jamais. Intuyo que la razón de esto es que, Donc, en je verdad, crois comprendre que le motif de tout cela, eh bien, c'est que dans ces moments de paix, en réalité, on voit plutôt des moments de trêve dans des conflits qui sont permanents, en fait. Donc, on parle d'une paix éphémère qui ne résout pas le problème de fond, une paix qui ne répare pas, une paix qui n'engendre pas la justice, donc. Donc, toi, comment est-ce que tu vois cette dynamique en pensant à l'avenir? Est-ce que ça va continuer à être comme ça? L'histoire va continuer de cette façon? Ou est-ce qu'il y a d'autres opportunités? Quel est le chemin de l'avenir? Quel est le chemin de l'avenir pour aller vers une paix qui dure? Je sais que c'est une question difficile, mais je te demande ton intuition à ce propos. Ti possiamo dare un premio. Alors, si tu... No vislumbro una paz duradera y eterna, Oui, ¿no? donc en quelques mots, disons, je peux dire que je ne prévois pas une paix durable, parce qu'évidemment, il y a des grands intérêts économiques, politiques, territoriaux, aussi pour ce qui concerne les hégémonies, les disputes entre les grandes puissances, il y a beaucoup d'intérêts qui ont à voir avec le maintien des ressources, l'Afrique, etc. Il y a beaucoup de guerres d'intérêts. Mais Pues dos adelante y uno atrás, ¿no? Porque, por ejemplo, la creación de la certainement, ONU, cette dynamique du pas en avant, deux pas en arrière devrait changer. Donc, peut-être qu'on pourra faire un pas en arrière et deux pas en avant. no se ha llegado Nous a ese avons conflicto mundial que supone déjà, usando la disuasión, porque sabemos que, por ejemplo, si on est déjà dans une troisième guerre mondiale, donc c'est difficile d'arriver maintenant à penser à ce qui se passera après. una Et capacidad de destrucción enorme, ¿no? toutes les menaces nucléaires aussi qui existent aujourd'hui entre l'Orient, l'Occident. Alors, bon, on essaie d'être optimiste, nous, mais regardons déjà l'aspect positif. On a déjà évité une troisième guerre mondiale jusqu'à présent. Donc, très souvent, Yo creo que no, que la ONU tiene un papel muy importante. Que muchas veces no consigue resolver, bon, il faut reconnaître la chose importante, c'est que il y a aussi la question d'Israël et de la Palestine, et on ne voit pas encore de solution à cette question. Il y a beaucoup d'organismes qui essaient de collaborer à cette résolution, mais c'est difficile parce que c'est une question fondamentale. Il y a une question fondamentale, par exemple, la faim dans de nombreuses régions du monde. Donc, je pense à long terme peut-être que ça arrivera, mais pour l'instant, je ne vois pas. Quand on dit que les Espagnols parlent vite, c'est vraiment une réalité. Ce sont des réalités complexes et les interprètes ont de la peine à suivre vos raisonnements. Non, tu n'as pas besoin de résumer ce que tu as dit, mais peut-être renforcer l'idée principale en 40 secondes, simplement pour être sûr que tout le monde ait bien compris. Bon, moi, je veux être optimiste, comme je le disais. Évidemment, on a pu éviter une guerre mondiale et ça, c'est l'aspect positif. C'est ça que je voulais dire. Donc, je vous rappelle encore une fois de parler lentement. Voilà. Et maintenant que nous avons entendu ces trois interventions et aussi les questions, ah non, deux interventions, deux questions, trois interventions. Et maintenant, Christine, la dernière. Pour qui est ta question? Moi, la question, je la pose à Rodrigo. Vas-y, Rodrigo, c'est celle-ci. Si nous regardons aujourd'hui la carte du monde, qui est pleine de conflits, des atrocités qu'on espérait être reléguées au passé, mais qui entrent dans nos maisons à travers les médias, qui nous font nous poser des questions, et face à tout cela, on ne sait pas quoi faire. Moi, je me suis demandé très souvent, mais qu'est-ce que je peux faire, moi? Alors, je te demande, est-ce que tu penses qu'il est possible, qu'une réconciliation est possible parce qu'aujourd'hui, on voit des choses qui sont impensables. Quel chemin devons-nous parcourir aujourd'hui? Où pouvons-nous commencer? Me parece que Manolo ha dado Il me algunos semble datos en eso,
que Manolo a déjà donné quelques indices, c'est-à-dire il a dit ce besoin de renforcer le thème des Nations Unies, par exemple. Voilà, il y a deux choses, deux colonnes fondamentales, deux questions qui doivent aller ensemble. D'un côté, renforcer les institutions, comme je l'ai dit. Donc, il faut faire naître des institutions ou renforcer les institutions, les droits, la démocratie, les institutions comme l'ONU, aussi au niveau local, national. Mais il est aussi nécessaire, dans ce contexte, c'est le deuxième pilier, et nous, en tant que mouvement, nous pouvons le faire, et aussi en tant que membre de la société civile, c'est d'avoir une vision, on pourrait l'appeler religieuse, mais aller vers une culture, surtout, renforcer une culture de paix. Et cette culture de paix doit être une culture qui entre dans les institutions ensuite. Il doit y avoir un renforcement réciproque entre la culture de paix et les institutions. Ça, c'est les deux bases, les deux colonnes. En tant que société civile, nous avons une fonction, celle d'engendrer à travers l'instruction, l'éducation, à travers les activités de volontariat, les différentes associations. On doit diffuser une culture de paix, mais cette culture de paix doit être renforcée par la politique, avec des institutions qui soutiennent cette culture de la paix, au niveau national, au niveau local. Il y a d'autres organismes, mécanismes qui peuvent renforcer cette culture de paix aussi. Voilà, c'est ce que j'aimerais dire. Merci Rodrigo, merci Christina de cette première... Bon, il y a déjà beaucoup de questions qui sont arrivées. Alors, on va faire une très brève synthèse pour essayer de comprendre ce regard que vous avez posé jusqu'à maintenant, pour ensuite ouvrir les questions. Donc, si nous prenons l'idée de Manolo, il nous a parlé du début de l'histoire et de ces moments de guerre, paix, guerre, paix, guerre. Et puis après, il nous a dit... Et de ce pas en avant et deux pas en arrière. Il nous a parlé de l'importance de renforcer les Nations Unies, surtout aussi parce que ça a été fondamental pour bloquer cette idée de Troisième Guerre mondiale. Et il nous a parlé il nous a dit que la personne humaine peut pardonner et construire ainsi. Et puis il a parlé de l'industrie de l'armement qui a besoin de guerre. Et il a posé la question, par exemple en Espagne, est-ce qu'il y a vraiment eu une politique de réconciliation correcte? Et il nous a dit que toutes les guerres ont une longue histoire et que cette menace de guerre, ces menaces de guerre sont en lien aussi avec l'immigration, qui est une autre façon de faire la guerre. Et disons que la question, Rodrigo, est-ce que la paix est seulement une paix, est seulement une pause entre les guerres? La question de Rodrigo était celle-ci. Et Manolo a insisté sur le fait que les Nations Unies ont un rôle très important et qu'on va plus en avant qu'en arrière, parce qu'il y a un énorme besoin de paix. Et puis ensuite, Rodrigo nous a parlé des droits humains, des blessures, des victimes et des injustices. Et aussi, cette indifférence, le fait de ne pas reconnaître, de ne pas vouloir voir ces situations, et aussi la difficulté lorsque l'agresseur est une personne respectable, honorable, et alors après, il faisait le lien avec le pape François, celui qui souffre d'injustice doit recevoir une réparation. Et il disait, le mal fait mal aussi à celui qui est l'agresseur. Donc, il parlait d'un modèle
libérale, la justice libérale qui est différente de la justice réparatrice. Elle nous a parlé de cette justice réparatrice qui doit aller à la même vitesse que l'état de droit, et nous parlait du modèle qui existait jusqu'à maintenant, mais il parlait de ce lien entre victime et agresseur. Pardon, on allait trop vite. Donc, le but, c'est de restaurer ces relations, reconnaître les abus et éventuellement ensuite, donc réparer et éventuellement ensuite être pardonné pour l'agresseur. Donc, il parlait d'une éthique de la réconciliation et de la justice et renforcer la démocratie, l'état de droit, le respect du droit international, et il nous a parlé aussi d'une culture de paix qui se construit à partir de la société civile, des institutions nationales et locales aussi. Et après, Cristina nous a parlé de son expérience de résilience et de son histoire profonde, donc son histoire personnelle, et de sa spiritualité qui lui a permis de comprendre que la mort conclut un chapitre de la vie, et elle a fait tout un parcours émotionnel qui l'a fait décider de rester dans la logique de l'évangile, qui est une façon de vivre, et donc faire ce saut intérieur qui est le pardon, elle nous explique le pardon comme un pardon qui lui a ramené la paix et la liberté. Elle raconte aussi que cette façon de faire a permis aux agresseurs de comprendre qu'ils s'étaient trompés. Et elle dit aussi que ça a été un parcours long et très difficile. L'important, c'est qu'elle ne s'est jamais sentie seule. Elle dit que le fait de se sentir en communauté lui a permis d'aller de l'avant. Excusez-moi, on m'a dit de faire une synthèse. Je ne voulais pas la faire, mais disons, j'espère, Rodrigo, Manolo et Cristina, j'espère que j'ai été assez complète. Est-ce qu'il manque quelque chose à ce que j'ai dit? Vous êtes d'accord? Je vous ai résumé correctement? Oui, 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 oui. Merci. Alors, on passe à la deuxième partie. La deuxième partie, c'est le dialogue avec vous. Donc, je vais poser des questions qui sont arrivées dans le chat. Nous avons maintenant un moment de dialogue et je vais, si vous êtes d'accord, je vais lire toutes les questions et puis vous pouvez écrire ce que cela vous suggère et vous pourrez peut-être répondre. On donnera la parole à tous les trois. Vous êtes d'accord si on fait comme ça? Parce que le risque, c'est qu'autrement, on n'arrive pas à répondre à toutes les questions si on les prend une après l'autre. Pasquale Lubrano nous dit, les livres d'histoire ne mettent pas en évidence ce que Manolo a dit. Ce qui prévaut, c'est plutôt une présentation froide des faits de guerre et des guerres comme la normalité. Et donc, les jeunes assimilent la réalité de la guerre comme le chemin primaire des peuples. Comment faire pour enlever de la pensée de l'être humain contemporain, enlever le concept que l'on peut faire la guerre pour promouvoir ses idées politiques? Comment promouvoir la pensée de Karl Lubick qui parle d'aimer la patrie de l'autre comme la sienne? Et puis, il y a d'autres questions et aussi un remerciement à Christine. Sylvia dit merci pour cette synthèse entre histoire, pardon, réconciliation. Ton expérience est le cadeau que tu as reçu et que maintenant, qui maintenant est nôtre aussi. C'est une synthèse de sagesse, ce que Rodrigo a partagé, de ce que Rodrigo a partagé. Et puis, il y a une question pour Rodrigo. Il y a une rencontre sur le dialogue en Espagne en ce moment et il te demande, Rodrigo, est-ce que tu peux donner un exemple de justice réparatrice où les institutions sont intervenues?
ringraziamenti ancora per Et puis Cristina. encore d'autres remerciements pour Christina. Puis une question de Sylvia maintenant. Je suis fille d'Espagnols républicains émigrés en Argentine et fille d'une génération dans mon pays qui est traversée par une expérience de violence, de terrorisme, de dictature. Mi è piaciuto il titolo di J'ai una... aimé le titre d'une slide, d'une diapositive sur la guerre civile espagnole, Mémoire comme chemin de réconciliation. Manolo, pourrais-tu expliciter un peu plus ce concept quand parfois il semble qu'il est plus simple d'oublier que de ne se rappeler? Perché lei ha scritto in un modo. Voilà. Domanda per Rodrigo. Et une question à Rodrigo. Rodrigo, tu as dit que les personnes qui se sentent victimes d'un abus de pouvoir personnel ou institutionnel, ces personnes doivent montrer que cet abus existe jusqu'au moment où il disparaît. Parfois, si on n'arrive pas à la violence, il semble, si on n'est pas violent, il semble que personne ne nous entend. Quel chemin existe-t-il? Quelle expérience existe qui montre qu'on n'est pas obligé d'arriver à la violence pour revendiquer une situation? Stefania ci chiede, la verità... Et Stefania demande, la vérité racontée d'un côté dans le conflit n'est jamais absolue. Normalement, la vérité que l'on connaît est seulement celle du vainqueur, qui, même s'il est généreux avec les vaincus, raconte seulement sa version des faits. Une compensation hypothétique des torts, comment est-ce qu'on peut la faire, cette compensation, dans cette situation? Oui. Comment est-ce qu'on peut proposer une compensation? Peut-être que cette compensation des torts pourrait être le fruit d'une confrontation ouverte après le conflit entre les vainqueurs et les vaincus. Mais aujourd'hui, il ne me semble pas qu'il y a eu déjà une telle situation où il y a eu ce dialogue. Une question pour Manolo. Vois-tu en Espagne comme une guerre ces résolutions judiciaires sur le conflit catalan, par exemple? Est-ce que ce n'est pas aussi une guerre, cela? C'est des questions très faciles, n'est-ce pas? Alors, peut-être, est-ce que vous voulez le faire dans le même ordre que nous avons fait la présentation? Peut-être que Manolo, tu peux commencer, ensuite Rodrigo et Cristina, tu peux nous dire ce que tu te suggères. Est-ce que ça suggère tout cela? Pardon. Je pense qu'il y a trois questions qui me concernent. D'abord, l'instruction, bien sûr, la formation est fondamentale. Et c'est vrai que les parcours scolaires doivent expliquer toute l'histoire et parfois la signification réelle des guerres disparaît dans ces cursus scolaires. Moi, je l'ai vu dans mon expérience. J'ai toujours eu besoin d'expliquer le présent. J'ai toujours eu besoin d'expliquer ce qui se passe aujourd'hui sur la perspective de l'histoire pour expliquer l'histoire. Et par rapport, par exemple, à la situation en Palestine aujourd'hui, moi, en tant que prof, j'essaie d'avoir cette perspective historique sur le présent, mais l'arrivée des migrants aujourd'hui peut être lue aussi dans une perspective historique. Le colonialisme au Sahara, en Guinée, etc., sont tous des éléments qui peuvent être lus selon la perspective de l'histoire. Et puis, c'est important d'en parler avec les jeunes, les élèves, et puis l'éducation est très importante. Et puis, la question sur la guerre civile. Il faut dire que la question de la guerre civile, après la guerre, en réalité, la guerre n'est pas finie. Il y a eu une enquête sur ce qui s'était passé.
après la guerre civile, il y a eu une enquête sur toute la zone rouge. Et Manolo, peux-tu parler moins vite? Ce serait important pour les traductions. Donc, il y a eu une réparation grossière, disons, pour toutes les victimes qu'il y a eu pendant la guerre civile. Mais en réalité, il n'y a rien qui a été fait pour les victimes du franquisme. Évidemment, il y a eu un coup militaire, un coup d'État, mais il y a eu des morts des deux côtés. Et rien n'a été fait du côté des franquistes, disons. Il y a eu des victimes qui ont été honorées, des victimes franquistes qui ont été honorées jusqu'au moment où la démocratie est arrivée. Et rien n'avait été fait pour les autres avant. Et puis, il y a eu des fosses communes et rien n'a été fait pour toutes ces personnes. Et puis ensuite, il y a eu des lois qui essayent de comprendre ce qui s'est passé. Et il y aurait besoin, il y a ce besoin d'enquête aujourd'hui en Espagne pour comprendre ce qui s'est vraiment passé pendant la guerre civile. Il faut qu'on comprenne cela. Et évidemment, cette enquête est arrivée très tard. Et la loi sur la mémoire, elle est arrivée seulement avec le gouvernement Zapatero. C'est très récent. Mais il n'y a pas encore une vraie conscience politique à ce propos. Il faudrait qu'il y ait un accord de tous. Et pour ce qui concerne la troisième question, c'est une question très concrète sur le processus en Catalogne. Certainement, il y a des pas en avant dans ce conflit actuellement. Si, par exemple, je regarde très positivement l'amnistie et tout ce processus de pardon, d'un côté, on voit un nationalisme espagnol très fort et on voit aussi des décisions qui devraient être plus impartiales. Parfois, il y a des biais dans la législation qui sont souvent dus au nationalisme qu'il y a derrière. Et il y a encore besoin de beaucoup d'efforts pour la question de l'amnistie parce qu'il n'y a pas de consensus. Et puis, il y a eu des erreurs historiques de l'autre côté aussi. C'est l'unilatéralité avec la proclamation d'indépendance de l'État catalan. Et ça, c'était une erreur parce que cette indépendance a été proclamée alors qu'elle n'existait pas dans l'État espagnol. Il y a eu différentes erreurs de ce type, et puis aussi du côté de l'État espagnol. Et le processus est très lent maintenant. Il est important de comprendre quelles sont les frontières étatiques. L'Espagne est un État plurinational. Et en réalité, l'Espagne a vécu une grande évolution. Elle n'a pas toujours eu cette forme actuelle. Il y avait la couronne d'Aragon avec la zone de Castille et puis la zone de la Catalogne et des Baléares qui étaient différentes. Donc, on voit que l'Espagne a eu une grande évolution par rapport à sa configuration interne. Et il est important qu'il y ait une interprétation des lois de la part de la justice qui soit rigoureuse par rapport à l'évolution de l'histoire aussi. Maintenant, évidemment, il faut qu'il y ait une amnistie généreuse et des pas sérieux vers la réconciliation. Pour les personnes qui ne sont pas espagnoles, c'est quelque chose de très intéressant. Mais pour les groupes de dialogue qui existent en Espagne, je pense que c'est encore plus intéressant ce que tu viens de dire, parce que le dialogue n'est jamais facile, surtout lorsqu'il touche des termes qui sont liés aux émotions aussi. Et donc, c'est très important ce que tu nous as expliqué, Manolo, aussi par rapport à cette approche historique, ce contexte pour le dialogue qui va suivre dans les groupes en Espagne, dans cette école de dialogue que nous faisons aussi en Espagne en ce moment. Rodrigo, qu'est-ce que tu aimerais dire par rapport aux questions qui t'étaient posées? Oui, merci. Pour ce qui concerne la question sur les institutions,
hay Je dirais qu'au moins en Amérique latine, il y a 4 concepts qui montrent ce paradigme de justice réparatrice. Ce sont des concepts qui entrent dans tous les systèmes juridiques à travers le dialogue. Et ces concepts paradigmatiques qui doivent être unis sont la vérité, la justice, la réparation et la garantie de non-répétition. Je disais, comme provocation aussi, que pardonner est important parce que peut-être que le pardon n'est pas quelque chose qui revient à l'État. Ce n'est pas la compétence de l'État de demander aux personnes de pardonner, que les victimes pardonnent. Le pardon, en réalité, concerne la vertu des citoyens, la vertu des personnes. L'État n'est pas responsable de demander le pardon. L'État peut promouvoir les conditions qu'il y ait pour que le pardon puisse exister, mais ce n'est pas à l'État de demander qu'il y ait un pardon. L'État a pour responsabilité la vérité, la justice, la réparation et la garantie de ne pas répéter ces situations. Et exemple concret, je dirais par exemple que le cas chilien est très évident, je le connais bien. Après une longue dictature militaire de 17 ans, il y a des actes concrets politiques d'État sur ce thème. Par exemple, dans les années 90, une commission nationale pour la vérité et la réconciliation a été établie. Et puis, il y a une relation qui a été rédigée pour faire connaître qu'en réalité, il y a eu 2000, 3000 personnes qui sont mortes à cause de la dictature. Et dans ce rapport, ces données sont publiées. Ça a été publié par le président de la République, Patricio Welvi, le premier président après la dictature. Et ce document demande pardon au nom de l'État envers toutes les victimes. Ça, c'est un acte de réparation. Et puis, il y a d'autres actes de réparation aussi. Par exemple, des mémoriaux, donc l'inclusion de ces thèmes au sein des parcours scolaires, et puis un musée de la mémoire, etc., etc. Après la commission pour la vérité et la réconciliation, il y a eu la Corporation nationale pour la réconciliation qui a eu la tâche de réparer économiquement, financièrement ou d'une certaine manière ce qui est possible de faire, bien sûr, parce qu'évidemment, la mort, on ne peut pas la réparer. Et puis, en 2010, 2011, a été établie une autre commission qui s'appelle la commission pour la prison politique et la torture, pour faire la justice sur ces questions-là, parce qu'il n'y a pas eu que des morts, mais il y a eu beaucoup de personnes qui ont souffert d'emprisonnement politique et aussi de torture et qui ont survécu. Et donc, il y a eu tout un effort de la part de l'État pour réparer ces souffrances. Et depuis quelques années, le président du Chili, Gabriel Boric, a établi aussi le plan national de recherche, comme il est défini. Et aujourd'hui, on continue à avoir des personnes disparues qui n'ont pas encore été retrouvées. Ça existe encore. Et l'État a le devoir, a l'obligation de faire ces recherches, de voir tout ce qui est possible, faire tout ce qui est possible pour expliquer aux familles ce qui s'est passé avec leurs êtres chers. Voilà, ça c'est au niveau institutionnel. Et puis pour ce qui concerne le thème, disons, ces commissions sur la vérité ne sont pas acceptées unanimement par toute la société. Non, mais leurs conclusions sont sujettes à controverse. On n'accepte pas facilement. Il y a un secteur de la société qui n'accepte pas ces commissions.
Et donc, face à tout cela, qu'est-ce qu'on fait? Eh bien, on continue ce travail d'approfondissement et on essaye de garder ouvert ce débat et d'apporter de nouvelles preuves. Et c'est ça qu'on peut faire. Et ça, on peut le faire dans un système démocratique uniquement. Et cette question, elle touche aussi le thème de la violence et de la non-violence. Comment affronter les injustices avec la violence ou la non-violence? Il y avait un chercheur, Clausewitz, que certains d'entre vous connaissent peut-être, qui disait que la guerre est simplement la politique à travers d'autres moyens. Mais une autre théoricienne, Hannah Arendt, qui traite de la violence, a dit que la violence n'est pas politique en réalité. La violence est au dehors de la politique. Et moi, je partage ce qu'elle dit. La violence n'est pas politique et nous ne pouvons pas renoncer, même si c'est difficile, même s'il y a beaucoup de conflits, de controverses, on ne peut pas ne pas aller de l'avant avec nos efforts envers le dialogue. Damos la Merci, palabra a Rodrigo. Cristina, que On donne la parole à Cristina. había una pregunta que era para ti. No sé si te gustaría además comentar alguna cosa que te provoque Alors, todo esto. je ne sais pas si tu veux aussi commenter d'autres questions, mais il y en avait une qui te concernait. Est-ce que tu peux me répéter, s'il te plaît? Ah, pardon, j'ai parlé espagnol. Excusez-moi. Cristina, qu'est-ce que te provoque ce que tu as entendu? Qu'est-ce que tu aimerais dire aussi par rapport à la question qui t'a été posée? Est-ce que tu peux juste répéter la question spécifique? Non, je ne l'ai pas sous les yeux, mais je vais la trouver. Ti dicevano grazie, no? Il E te ti remerciait dicevano et te disait merci pour cette synthèse, la mémoire, pardon, réconciliation. C'est une synthèse de ton expérience. Non, voilà, si tu veux dire quelque chose à ce sujet ou sinon, moi, je vais te trouver une question si tu veux. Oui, merci. Mais moi, je crois que la mémoire, c'est quelque chose de très important parce que qualcosa a chi è stato tolto. cela Anche rend che quelque chose à quelqu'un qui a perdu, parce que les gens continuent à vivre dans le souvenir et il y a beaucoup de choses qu'ils n'ont pas réussi à faire parce qu'ils n'ont pas pu. Il y a des personnalités importantes dont le parcours a été interrompu et leur enseignement pourrait être utile aujourd'hui à nous tous. Et donc, la mémoire dans ce sens-là, c'est que la collectivité doit conclure, enfin, porter de l'avant la pensée de personnes qui ont été tuées, par exemple, dans des attentats. Donc, vérifier tout ce qui était juste et tout ce qui ne l'était pas dans les événements. Et puis, une chose qui m'a aussi touché, c'est la vérité est du côté des vainqueurs. Et donc, si la vérité est du côté des vainqueurs, il faut donc avoir clair en nous et construire chez les personnes cette conscience et aussi dans cette dernière période, on est un peu omnubilé parce qu'il y a des choses justes et il y a des choses qui ne sont pas justes en fait. Donc arriver à faire de la clarté, à mettre de la clarté dans l'époque que nous vivons. Mais au-delà de tout, je crois qu'il faut un effort collectif pour se rencontrer, dialoguer. Et pour se rencontrer, cela veut dire désarmer nos mots, nos pensées, avoir une âme libre. Et ça, c'est pas quelque chose qui est spontané. Il faut s'entraîner à le vivre, cela. C'est un effort. Et peut-être que tout seul, tu n'y arrives pas, mais ensemble, on peut y arriver parce que moi, j'ai vu que les autres, grâce à l'exemple des autres, mes pensées qui peut-être étaient pas tout à fait
liberi d'aggressività libre sono de stati l'agressivité, molto disons, c'est grâce à l'exemple des autres que j'ai pu moduler ces émotions en moi et qu'elles sont devenues plus pacifiques. Et voilà, pour moi, c'était un moment c'est devenu un moment de grâce. Questo sento anche di dover dire che Et la grazia esiste. j'aimerais aussi, Anche je voi peux aussi dire que la avete grâce avuto existe grâce à tout questa cela. esperienza, è stato Et, appunto un grande cammino et questa per cui ce chemin, ça a été une vraie conquête. dentro perché sentivo Et come je la sentais dans pace toute ma non vie riusciva a cette absence de paix que je n'arrivais pas à vivre. Et donc, ça a été un vrai entraînement dans toute ma vie. strade di avvicinamento. Il a fallu des moments, il a fallu toutes cette période où je suis allé à la rencontre des autres pour arriver à changer mon esprit. Merci à tous les trois pour vos mots. Christina, permets-moi de te citer pour une brève conclusion, parce qu'il me semble que tu as vraiment dit des choses que j'aimerais renforcer, souligner. Parce qu'avant, Rodrigo a dit que parfois l'agresseur est respectable dans la société et il ne se repent pas. Et ça, c'est la chose la plus difficile du pardon, quand l'agresseur ne se repent pas. Et Christina nous dit des choses. Elle nous dit que le pardon est une conquête. Et Rodrigo nous disait aussi que c'est pas automatique, c'est pas un devoir. On peut demander pardon, mais on reçoit pas toujours le pardon. Et quand Christina parle d'une grâce, quelqu'un pourrait dire, parce qu'elle disait avant, il y a la logique de l'évangile, on pourrait se demander, mais comment peut le faire celui qui n'a pas la logique de l'évangile? Comment est-ce qu'on peut pardonner si on n'a pas cette logique de l'évangile? Mais elle nous explique ceci. Si une personne entraînée avec une âme libre qui désarme ses paroles et ses pensées. Voilà, cette conquête, on peut l'avoir ensemble, la faire ensemble. Je pense que c'est vraiment quelque chose de très beau. C'est comme un résumé qui peut susciter beaucoup de dialogues par la suite, chacun avec ses propres contextes. Donc, je remercie beaucoup vous trois. Merci à toutes les personnes qui ont fait l'interprétation parce qu'elles ont dû un peu courir. Et je donne la parole à nos amis Marianne Trels et Ferdinando pour conclure cette première partie. Merci. Je voulais seulement dire merci à tous ceux qui se sont connectés, mais surtout merci aux personnes qui ont donné de leur temps pour rendre possible cette table ronde et ce moment de profond dialogue. Nous vous proposons de le poursuivre, ce dialogue, même si vous êtes en petits groupes, de continuer donc dans ces petits groupes et peut-être après trouver d'autres façons de le faire sur Internet aussi, parce que c'est vraiment quelque chose qui peut nous stimuler à approfondir encore plus ce thème. On vous montre aussi où on peut se retrouver, on peut nous trouver, donc le centre de dialogue, vous voyez l'adresse email, on a aussi un site, dialogueforunity.focolare.org, vous trouverez de nos nouvelles sur ce site, et puis on est très reconnaissant si quelqu'un a la possibilité de nous donner quelques aides économiques, et vous pouvez le faire à travers cette page web. Vous pouvez apporter une aide financière et vous avez cette chose-là sur la fiche que vous avez reçue, sur l'invitation à ce Zoom. On aimerait aussi vous dire qu'en octobre-novembre, plus ou moins, on aimerait faire une deuxième table ronde. On va voir si on y arrivera. L'idée, c'est de pouvoir inviter Jesus Moran, qui est le coprésident des Focolari, avec d'autres personnes. Mais on vous tiendra au courant de cette prochaine rencontre. Merci pour ce moment et à une prochaine. Oui, si le Zoom est encore ouvert pendant une minute, si les groupes qui sont reliés peuvent dans le chat écrire d'où ils sont connectés,
pour élargir un peu le dialogue, la participation, la présence. Si vous voulez, vous pouvez écrire encore quelque chose dans le chat. Merci vraiment à tous et on essaie d'approfondir ce dialogue. Merci beaucoup et à bientôt.